using computer 6, 4, 1. Oui, donc encore une fois, j'espère que ce sera la bonne et la dernière. Bonsoir à vous tous. On recommence, disons, cet entretien numéro Oui, 11 avec le docteur Jacques Vigne. Jacques, tu es où maintenant en Inde? oui. Tu es où? Tu es en Inde, oui, oui. À Maheshwar. C'est où exactement? Maheshwar, c'est sur les bords de la Narmada. Et c'est une ville qui s'est beaucoup développée au XVIIIe siècle. C'est un peu comme un petit Bénarès. C'est beaucoup plus petit que Bénarès, Hmm. mais c'est le même style. Et la reine Ahlia a aussi construit un ghat à Bénarès. Et voilà, donc c'est célèbre dans la région. Et les gens viennent de loin. Et c'est lié à Omkareshwar qui est à peut-être 80 kilomètres et qui est un endroit où Shankaracharya, d'après la tradition, a pris son initiation védantique. Hmm. OK. Et je commence ma première question, une question que beaucoup de monde me la pose déjà. Le problème de la mémoire, elle diminue naturellement, ma question, avec l'âge, c'est-à-dire à partir, par exemple, de 60 ans, on se rend compte que finalement, elle chute, et il y a un déclin. Donc, est-ce vrai qu'avec l'âge, il y a un déclin de notre mémoire et comment y éviter? Oui, c'est ça, on peut quantifier donc le vieillissement naturel du cerveau et donc effectivement, il y a une perte de mémoire, mais il y a des gens chez lesquels ça va plus vite. Donc, c'est quand, en particulier, les styles de vie sont pas bons, avec beaucoup de tabac, d'alcool, etc. Et puis, il y a des gens chez lesquels lentement, et en particulier, donc, les gens qui méditent beaucoup ont moins de perte de mémoire, ceux qui apprennent des langues étrangères aussi. Et on a mesuré, je veux pas transformer les chiffres, mais en gros, je crois que c'était 1 heure de méditation par jour fait qu'on vieillit, notre cerveau vieillit moins par an de 52 jours. C'est-à-dire, voilà, à la place d'avoir 1 an de vieillissement, pour quelqu'un qui médite, il a 1 an et 52 jours avec le même vieillissement. Donc, il vieillit moins vite avec Hmm. la méditation. Et en plus, avec la méditation, on peut créer des nouvelles voies neuronales, on peut dire. C'est-à-dire, on peut créer des nouvelles mémoires. Même quelqu'un qui est vieillissant peut continuer à apprendre des choses. Hein, c'est pas qu'il puisse rien apprendre, mais la méditation stimule ce système. Oui, donc ce vieillissement, disons, du cerveau, ça se voit uniquement au niveau de la mémoire ou bien il y a d'autres facultés qui chutent? Alors, écoute, donc ce vieillissement du cerveau, Euh, et ça se voit bien au point de vue de l'anatomopathologie. Et donc, si c'est un vieillissement du cerveau qui est dû à l'Alzheimer, un déclin cognitif dû à l'Alzheimer, à ce moment-là, oui, il y a des plaques amyloïdes où on trouve des protéines tau et c'est caractéristique de l'Alzheimer. Mais bon, c'est pas le vieillissement naturel du cerveau, là, c'est maladif. Oui, et donc dans un cas, disons, normal, que faire pour améliorer ou bien pour éviter le vieillissement ou bien la faiblesse euh, de la mémoire? Oui, c'est ça. Donc, le cerveau, faut bien comprendre que c'est un muscle. Et donc, si on s'en sert, il sera mieux conservé. Et donc, ça, c'est, je dirais, à l'intérieur du système neurologique. Et puis, sinon, il y a des facteurs externes qui jouent. Donc, lutter contre l'inflammation.
et le sport régulier. Hein, donc, on insiste maintenant beaucoup sur le sport régulier et ça commence tôt. Hein. On s'aperçoit que les gens qui pratiquent un sport régulier à l'âge de 40 ans ont moins de chances de déclin cognitif après 60 ans. Mais même si on pratique au moment même un sport régulier, ça aide aussi à diminuer le déclin cognitif. Probablement, ça passe par le fait que quand on fait un sport régulier, on a moins d'inflammation et donc le cerveau est très sensible à l'inflammation. Et si on a trop d'inflammation dans le cerveau, ça précipite le déclin cognitif. Mais quand tu dis le cerveau est un muscle, et au niveau de la mémoire, donc il faut toujours faire travailler la mémoire, c'est ça? Oui, c'est ça, hein, ça aide bien. Hein. Malheureusement, bon, c'est pas du 100%. Hein. Il y a des gens qui font travailler leur mémoire et qui ont quand même le déclin cognitif, mais disons donc que ça aide. Hein, euh, et même quand il y a des traitements hormonaux ou des choses comme ça, si on a l'habitude de faire travailler son cerveau, on les supporte bien. Alors des gens qui font pas travailler leur cerveau, ils auront un déclin cognitif à cause des traitements hormonaux. Ça aussi, ça fait la différence. Oui, et faire travailler son cerveau, c'est-à-dire au niveau mémoire ou bien au niveau, je sais pas, calcul, quel genre de travail tu parles? Oui, bah, il y a toutes sortes de manières de travailler. Ce qui compte beaucoup pour la mémoire, c'est la motivation aussi. C'est-à-dire des gens qui sont déprimés, ils mémoriseront très mal parce qu'ils n'ont pas la motivation pour mémoriser. Voilà, donc l'humeur est important aussi. Et si le sport favorise la mémoire, c'est aussi qu'il met en général de bonne humeur. Voilà, quand on a la bonne humeur, on a envie d'apprendre, on a envie d'être dans la vie, d'apprendre des choses nouvelles. Mais si on est déprimé, rien qu'apprendre une petite chose, ça semble montagne, on n'y arrive pas, et du coup on s'enfonce. On s'enfonce à la fois dans la baisse de la mémoire et la tristesse. Donc, anxiété, ça Donc, quand une diminue. personne âgée perd la mémoire en psychiatrie, on vérifie s'il n'a pas une dépression sous-jacente. Parce que s'il a une dépression sous-jacente avec des antidépresseurs, avec des traitements psychothérapiques de la dépression, on peut beaucoup améliorer les choses. Donc, c'est des pertes de mémoire temporaires dues à l'humeur dépressive et ça peut se corriger assez facilement. Enfin, autant qu'on puisse corriger la dépression, donc. Oui, mais est-ce qu'il y a un âge précis à partir duquel la mémoire s'affaiblit, diminue? Ben, Euh, il y a des pertes de neurones à partir de l'âge de 20 ans, mais on fait aussi des nouveaux neurones. Et donc, voilà, il y a une possibilité de plasticité cérébrale qui est réelle, même à un âge avancé. Hein, même quand on a des accidents vasculaires cérébraux, on peut créer des nouvelles voies neuronales qui contournent les anciennes. Et moi, je le vois bien, il y a des mots qui me manquent, mais je les réapprends. Et après, ça marche, je les ai réappris et ça va tout seul. Par exemple, je réussissais pas à retrouver le nom d'André Chouraki, qui était celui qui a traduit la Bible. Hmm. Voilà, et maintenant, donc, je l'ai retrouvé, je l'ai retravaillé, et maintenant, ça va bien. Si je me demande quel est celui qui a le maire de Jérusalem qui a traduit la Bible, je retrouve tout de suite André Chouraki. Alors qu'il y a 15 jours, c'était bloqué, quoi. Et là, Donc, c'est probablement des connexions neuronales qui se défont, mais on les refait. J'appelle ça repriser les sockets. Hein, c'est comme si on recoue une socket, il y a un trou, et ben on fait un point, et puis le trou est bouché. justement, c'est ma propre expérience. Souvent, je perds les noms et j'essaye de les rechercher sans être aidé par une aide-mémoire, rien que les rechercher dans ma propre tête. Je les reprends, souvent je les retrouve, souvent non.
mais le nom ne me vient pas tout de C'est suite ça, comme oui. avant. C'est une occasion pour retravailler les choses. Et pour ça, la méthode des mots hybrides, c'est-à-dire où on croise les mots, est très important. Hein, parce que, par exemple, il y a un nom de traducteur de la Bible dont je me souviens, c'est Second. Et donc, ça me revient bien. Et du coup, j'ai associé Chouraki à Second, faisant les mots hybrides habituels, hein, des mots qui n'existent pas. Seraki, Chougon, Seraki, Chougon, Seraki, Chougon, Seraki, Mm. Chougon, Seraki, Chougon. Et on crée comme ça une nouvelle voix. Donc, on part du mot qui reviendrait. Je me dis, je chercherai dans mon esprit, donc, chercher un traducteur de la Bible qui me revient facilement. Donc, c'était Second, la traduction de Second, Second. Et j'ai associé à Chouraki. Et comme ça, Chouraki revient rapidement. Donc, faire des Et puis connexions aussi, entre les ce qui me noms. revenait, c'est qu'il était maire de Jérusalem. Donc, j'ai associé Chouraki à maire de Jérusalem. J'ai fait Chour de Jérusalem, Meraki, Chour de Jérusalem, Meraki, Chour de Jérusalem, Meraki, Chour de Jérusalem, Meraki, Chour de Jérusalem, Meraki. Et comme ça, en pensant à maire de Jérusalem, il y a Chouraki qui est revenu. Tu vois, donc faut regarder ce dont on se souvient. Et ça fait comme un pont dans la mer, un ponton dans la mer qui avance dans la mer. Et à partir de là, on peut accoster. Donc, il s'agit, et cette méthode de faire des connexions entre les noms, des rapports. Et ça, c'est de la mémoire générale, hein, même si c'est pas le vieillissement. Quand on retrouve pas des choses en mémoire, ce sont des systèmes qui marchent pour apprendre. Et donc, avec le vieillissement, ben, on doit réapprendre des choses dont normalement on devait se souvenir. Et ben, on refait une nouvelle voie neuronale et ça marche de nouveau pour un certain temps. Mais Jacques, quand tu parles de nouvelles voies neuronales, et, et qu'est-ce que tu veux dire par là? Réapprendre ces noms, réapprendre, Oui, c'est remémoriser. vraiment réapprendre, mais Hein? avec de la méthode. Et donc, moi, la méthode que j'ai, c'est les mots hybrides. Et ça marche bien. Voilà. Et parce que ce qu'il faut, c'est partir des mots dont on se souvient autour. Hein, moi, j'étais traducteur, maire de Jérusalem, donc il y avait le mot maire de Jérusalem qui était là, et puis un ou deux autres noms de traducteurs, ben, il y a Tob, il y a Osti, et donc si j'avais voulu, j'aurais pu associer aussi Shuraki à Osti en faisant Oraki, Shusti, Oraki, Shusti, Oraki, Shusti, et puis la Tob aussi, traduction œcuménique de la Bible, et ben associé à Shuraki, ça peut donner Turaki, Shob, Turaki, Shob, Turabiki, Shob, Turaki, Oui, Shob. mais, Et comme ça, à partir des traductions de la Bible qui reviennent facilement, il y a le mot shuraki qui revient. oui, mais en un mot, c'est de faire des connexions entre les noms pour qu'un nom nous fait Oui, c'est ça, rappeler d'un mais autre. ces connexions, faut que ce soit avec c'est comme attacher une bouteille qui roule sur le pont d'un bateau, l'attacher au mât. Hein. Donc, quand c'est attaché au mât, ça roulera plus. Mais si la bouteille n'est pas attachée, elle continuera à tanguer avec les mouvements du bateau. Donc, attaché au mât, c'est attaché à un mot dont on soit sûr. Hein, pour moi, si je pensais à la traduction de la Bible, il y avait Second qui revenait. Et donc, à partir de là, j'ai attaché Chouraki. Comme ça, je retrouve. Hmm, ok. Jacques, en plus de la mémoire, est-ce que l'attention déjà diminue avec l'âge? On a moins de Alors, capacité? oui, hein, l'attention au présent est envahie par les remontées du passé. Et donc, on a moins de disponibilité pour le présent. Et donc, les gens qui sont en déclin cognitif sont envahis par le passé parce qu'ils réussissent moins à être dans le présent. Et, mais bon, c'est aussi ça peut être des gens sans déclin cognitif. Ils sont simplement, des fois, à cause de la dépression, des fois à cause du manque de concentration, ils sont envahis par leur passé, de façon anormale. Et comment se sauver, disons, se libérer de ce passé? Parce que même dans le bouddhisme, on dit, ben, comme un serpent se détache de sa peau, l'homme doit se détacher de Oui, son passé. Mais comment y arriver?
Oui, ben déjà en ayant de l'intérêt pour le présent, On en ne te voit pas renforçant bien l'intérêt le pour le visage, s'il te présent, plaît. c'est-à-dire oui, comprendre quelque chose de profond qui existe, quelqu'un sur lequel insiste Edith Palmo, elle dit l'ego et le présent, ça fait pas bon ménage. Et donc comprendre que la difficulté qu'on a dans le présent, c'est la peur qu'a notre ego d'être dissous par la conscience du présent. Parce que l'ego se nourrit des peurs pour l'avenir et des regrets du passé. Hein, c'est ça qui alimente notre ego comme le bois alimente le feu. Et si on revient au présent à ce moment-là, en comprenant que c'est l'ego aussi qu'on coupe à la racine, en revenant au présent, eh bien, l'attachement au passé ou la peur du futur sera comme déraciné. Mais c'est ce qu'il fait l'ego, c'est-à-dire du passé au futur. Et sa manière, disons, de se sauver toujours du présent. Il a peur du présent, c'est quoi le problème? Ben, Tonzine Palmo, elle explique clairement que l'ego sait très bien que si je plonge dans le présent, il sera dissous. Parce que ces mécanismes de base seront pris à dépourvu. C'est-à-dire, c'est ces mécanismes de base, c'est invoquer des regrets du passé ou des peurs du futur pour continuer avec sa névrose. Alors que si on est dans le présent, on a un moyen de dissoudre tout ça. On voit notre mécanisme névrotique de projection et là, dans le présent, on peut le dissoudre. Donc, l'ego, c'est très bien ça. L'ego, c'est que s'il est trop dans le présent, il va être dissolu et du coup, il évite au maximum de venir dans le présent. Ah, j'ai pas bien saisi pourquoi il C'est a... comme un voleur qui n'a pas envie d'être dans la lumière, hein, d'être éclairé par des projecteurs. Mhm. Il se cache en quelque sorte dans le passé ou bien dans le futur. Oui, le Go, il travaille dans l'obscurité, hein, il travaille par derrière, un peu comme un virus, quoi, dans un ordinateur. On le Mhm. voit pas, mais tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui marchent plus. Et est-ce qu'il a déjà un impact dans la diminution, dans l'affaiblissement de la mémoire, l'ego? Ben, il a ce rôle-là, hein, je pense aussi que l'altruisme donne une bonne humeur et donc la bonne humeur, hein, ça joue beaucoup pour le maintien, même le progrès de la mémoire. On a de l'intérêt pour les autres, on a de l'intérêt pour le monde qui n'est pas égocentrique et donc ça aide beaucoup. Alors que si on est dans l'égocentrisme, euh, il y a pas la motivation altruiste pour développer sa mémoire. Et s'il n'y a pas la motivation altruiste, eh ben, on perd la motivation principale en quelque sorte pour développer une bonne mémoire ou maintenir une bonne mémoire. Hmm. Ok. Je me Jacques, souviens autrefois tu as parlé. d'une dame, c'était une amie de mes parents, elle avait 14 enfants. Et alors on l'avait invitée à déjeuner, c'était impressionnant. Quand on lui demandait les nouvelles de ses enfants, on avait l'impression que c'était un ordinateur, parce qu'elle devait avoir 80 ans, donc elle avait beaucoup de petits-enfants, et elle suivait tout ça. Elle était prise par sa famille, quoi, comme un ordinateur qui tourne bien, parce que il a toujours des choses à mémoriser nouvelles sur la famille, etc. Et donc, c'était beau à voir parce qu'on sentait que ça lui maintenait un cerveau très vif. Parce que, voilà, 30 petits-enfants, si on veut être une bonne grand-mère, faut déjà se souvenir des noms, de ce qu'ils font, etc. Elle était bien occupée par ça. Hmm. Euh, Autrefois, tu as parlé la dernière fois, Jacques, de la psychomotricité, en disant que c'est une thérapie et un art de soigner par le mouvement. Et c'est quoi concrètement la psychomotricité?
Bien, on s'est aperçu que les mouvements, c'était pas simplement pour faire du muscle, mais c'était aussi pour dénouer des situations psychologiques coincées. Déjà, l'élément un élément principal, c'est que la dépression se caractérise par l'inhibition psychomotrice. Et donc, si on bouge, on sort de la dépression. Mais il faut bouger intelligemment, il faut bouger suffisamment longtemps, il faut bouger sans forcer le corps non plus. Donc, ça s'apprend de tout ça, bouger intelligemment, bouger sans forcer le corps, bouger de façon adaptée à ce dont on a besoin. Par exemple, quelqu'un d'obsessionnel, il aimera bien des mouvements un peu complexes parce que ça le rassurera. Et les schizophrènes aussi, ce sera mieux pour eux des mouvements un peu complexes. Peut-être que le déprimé, lui, préférera des mouvements simples, il pensera que c'est plus reposant. Voilà, donc ça devient toute une science selon les troubles des gens de trouver des types de mouvements qui soient bien adaptés. Et donc ça s'est développé dans les années 70. Et alors je ne connais pas pour tous les pays, mais en France ça a commencé à la Salpêtrière. Et je me souviens, donc moi quand je faisais les cours de médecine à la Salpêtrière première année, j'avais des amis qui étaient en première année de psychomotricité dans le même CHU. Et c'était le premier CHU à faire la psychomotricité. Ensuite, il y a les écoles privées qui sont développées. Je sais pas comment ça se passe au Liban, mais en France maintenant, il y a plusieurs écoles privées de psychomotricité. Hmm. Ok, Jacques, autrefois aussi tu as parlé des tensions. Les tensions marchent par réseau, tu disais. Les émotions négatives ont des effets semblables et des effets différents. Là, comment distinguer entre les effets différents des émotions négatives? Souvent, on sent que colère et peur ont les mêmes effets, au niveau du corps, je parle. Oui, c'est ça. Donc, il y a un tronc commun aux émotions négatives qui est le stress, hein. Toutes les émotions négatives, je dirais presque par définition, nous stressent. Et donc, le stress, c'est les mâchoires tendues, hein, des tensions dans le dos, voilà. Mais après, selon les émotions perturbatrices, il y a des contractions qui sont plus spécifiques. Par exemple, la peur, ça nous fait nous recroqueviller sur nous-mêmes. Donc, ça fait une tension des grands droits de l'abdomen et une détente par compensation des muscles du dos. Et par contre, l'indignation, la colère, on se cambre. Donc, c'est une contraction des muscles du dos. Et du coup, par complémentarité, les muscles antagonistes de la flexion postérieure de la colère, c'est-à-dire les grands droits de l'abdomen, seront détendus. Hein, donc, on peut pas tendre à la fois les muscles agonistes et antagonistes. Donc, au niveau du ventre, soit c'est la peur qui nous rétracte sur nous-mêmes en contractant les abdominaux et en détendant les muscles lombaires, soit au contraire, c'est les muscles lombaires et dorsaux qui se tendent pour nous redresser. Et à ce moment-là, on diminue les tensions du ventre. Et donc, il y a un niveau où, pour certains mouvements, la colère et la peur sont opposées. Mais par contre, que ce soit la colère ou la peur, ça fera serrer les dents. Serrer les dents, c'est du stress général et ça recouvre la colère, la peur, la jalousie, l'avidité, les grandes émotions perturbatrices, toutes nous font serrer les dents parce que ça nous stresse, quoi. Donc, que doit-on faire? Détendre les dents au lieu de les serrer? De toute façon, faut détendre, hein. De toute façon, faut détendre. C'est comme ça qu'on va à la racine des émotions perturbatrices et être bien précis, sentir au centimètre près quels sont les muscles qui sont tendus et les détendre là où ils sont. Ça, c'est la méthode de base. Sentir au centimètre, c'est-à-dire observer, comme ça, faire un scanner et détecter, oui, Oui, non détecter seulement on peut faire un scanner, mais une fois qu'on a compris qu'une zone était tendue, on peut travailler dessus. Par exemple, la mâchoire, on peut travailler, inspirer par la mâchoire, faire descendre les tensions de la mâchoire vers le bas abdomen, le hara, et puis sur l'expiration, envoyer l'énergie de la mâchoire tendue dans le hara, où elle est transformée
d'une énergie positive, comme si cette énergie de tension pouvait être transformée, par exemple, en vigilance et en bienveillance. Et donc, ça, c'est un travail spécifique qu'on fait. C'est-à-dire, il y a deux phases. Il y a la phase diagnostique qui est un type de vipassana. On se dit, OK, je suis en colère. Quels sont les muscles qui sont tendus? Quelles sont les zones qui sont aveugles? Ça, c'est le diagnostic. Mais pour la thérapeutique, on fait plutôt du shamatha. C'est-à-dire, on dit, je sens que mon abdomen est détendu et que ça avale à chaque fois. Ma respiration abdominale absorbe à chaque fois les tensions de la mâchoire. Donc, on se concentre sur quelque chose de positif qu'on répète de façon bien persévérante. Et donc, ça, c'est shamatha et c'est la thérapie. Donc, il faut les deux. Il faut savoir alterner le vipassana comme diagnostic et shamatha comme thérapie. Aussi, tu as parlé autrefois, Jacques, de reconnaître les deux côtés masculin et féminin en chacun de nous. Et tu as continué en disant, on a à l'intérieur de nous toutes sortes de polarités et des paires d'opposés. On est bien basé sur la dualité. On dit d'un homme limité, il est one-sided. Donc, et ma question, cette polarité, peut-on la dépasser finalement ou elle nous est infligée et... Oui, alors en rééquilibrant les latéralités, on peut dépasser les paires d'opposés. Et ce qu'on dit en yoga, c'est quand nos deux latéralités sont en miroir, à ce moment-là, l'énergie monte spontanément dans l'axe central vers le troisième œil. Et là, on dépasse en même temps toutes les paires d'opposés, hein, que ce soit le chaud et froid, le plaisir et la souffrance, le blâme et l'éloge. Voilà, toutes les paires d'opposés se manifestent dans ce déséquilibre entre les latéralités. Si on rééquilibre, on dépasse toutes les paires d'opposés. Et donc, dans le Raja Yoga, on va vers le troisième œil. Et une fois qu'on est stabilisé au troisième œil, on est au-dessus des paires d'opposés. Mais évidemment, celles-ci reviennent, hein, dès qu'on a l'anxiété, de nouveau, on se déséquilibre. Et donc, c'est un travail à faire à long terme, bien sûr. Oui, mais arriver au troisième œil et ouvrir le troisième œil, ça demande déjà un niveau de conscience assez élevé, non? Oui, au niveau des sourcils, il y a beaucoup de tension. C'est pour ça que ça peut être utile de bien se concentrer sur le troisième œil en tant que milieu du front. Que quand on sent le milieu du front, on est au-delà des tensions entre les sourcils. Les tensions entre les sourcils, c'est plutôt l'égocentrisme, l'anxiété, la colère, alors que le milieu du front, c'est directement l'océan de lumière. Ok. Donc, une image qui me vient souvent, c'est le cheval d'arçon. Hein, comme on s'appuie sur le cheval d'arçon pour sauter au-dessus, on s'appuie sur les sourcils pour passer au-dessus, c'est-à-dire passer dans l'océan de lumière, vers le centre du front. Et comment Donc, s'appuyer sur vraiment les sentir qu'il y sourcils? a un obstacle là, qui est la barre d'anxiété entre les sourcils, et on passe au-dessus, on saute au-dessus. Ben, et détendre, c'est-à-dire ce qui est entre les sourcils? Détendre, oui, c'est euh, la meilleure détente, c'est de voir la zone tendue comme vide. Hein, donc là, le vide, c'est la détente complète. Donc, ne pas hésiter à servir de ça. On imagine que l'espace entre les sourcils est vide, que les sourcils sont vides. Et à ce moment-là, ça aide bien. Par simple imagination? Oui, on utilise l'imagination pour ça. Oui, oui, oui. Mhm. OK. Aussi, autrefois, tu as parlé, Jacques, de la gratitude, et en disant que la gratitude est l'antidote de la tristesse en général. Être toujours dans la louange. Ma question, la gratitude est-elle donc une condition nécessaire pour expérimenter et vivre le bonheur? Oui, on peut dire, hein, si on n'a pas la gratitude, on est dans la plainte et c'est un poison qui tue notre bonheur. Et donc les religions insistent sur l'action de grâce, mais même si on n'est pas croyant dans une entité supérieure comme un Dieu créateur, on peut avoir la gratitude à la manière bouddhiste, comme le dit par exemple Thich Nhat Hanh.
Il conseille de méditer. Quand on inspire, on dit je suis en vie. Et puis sur l'expire, on dit et je souris. Hein, on sourit parce qu'on est en vie, tout simplement. Et ça, c'est aussi de la gratitude envers la vie. Et ça marche très bien. Peut-être même mieux que la gratitude envers un créateur parce que on est sûr qu'on est en vie alors qu'on n'est pas sûr qu'il y ait un créateur qui existe. Donc, considérer la vie comme une grâce, en quelque sorte, c'est ça? C'est ça, oui, la grâce d'être vivant. Et même, ça peut être une bonne manière de faire son deuil, hein, plutôt que se plaindre qu'il y ait une personne qui est de proche qui soit disparue. Eh ben, on se dit, je suis vivant. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de cette sorte de rab, de reste de vie qui est avec moi? Qu'est-ce que je vais faire d'utile avec ce reste de vie? Et du coup, ça donne de l'intensité à sa vie. Et ça, c'est le bon côté du deuil, hein. Le deuil, ça nous rappelle que notre vie est brève et qu'il ne faut pas la gaspiller. Ben, et tu as parlé de la prière du maître Eckhart. La seule prière, c'est dire merci. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il remercie, le maître Eckhart, exactement? Le Dieu ou bien la vie ou... Alors oui, tu peux répéter, là, j'ai pas entendu. Oui, j'ai dit que tu as parlé de la prière. La seule prière, c'est dire merci. Le maître Eckhart. Donc, et c'est merci à quoi? À Dieu, à la vie? Quel genre de prière il faisait? Oui, c'est vrai que ça paraît assez différent. Est-ce qu'on a une gratitude envers un Dieu créateur ou alors c'est juste une gratitude envers la vie, envers notre pouvoir de conscience, mais ça revient quelque part au même, voilà, hein. L'important, c'est qu'il y ait de la gratitude. Ça aussi, la gratitude, ça aide à sortir de l'ego, hein. Les gens égocentrés, ils aiment pas dire merci, alors que les gens qui aiment dire merci, ils ouvrent le cœur et à ce moment-là, ça va bien mieux. Eh ben, justement, dans le même contexte de la gratitude, tu as dit autrefois, la vraie gratitude, c'est oublier les épreuves. Mais si oublier les épreuves sont en quelque sorte les traumas, non? Et c'est pas aussi facile de les oublier. Oui, mais les vrais saints peuvent les oublier. Hein, on peut re-raconter cette histoire de Soucia que racontait Swami Vivekananda. Il y avait quelqu'un, un jeune qui est venu demander à un grand rabbin comment rester stable dans les épreuves. Et alors il a dit, le rabbin a dit honnêtement, moi j'ai pas eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, donc je peux pas te répondre par expérience, mais va voir Soucia. Lui, il a eu toutes sortes d'ennuis dans sa vie, toutes sortes d'épreuves, et il pourra te répondre. Alors, il était voir Zoussia, lui a posé sa question, et Zoussia lui a répondu, mais de quelle épreuve tu parles? J'ai jamais eu d'épreuve dans ma vie. Voilà, pour lui, il considérait que tout était envoyé par Dieu, et même la notion d'épreuve avait explosé, avait disparu. Donc ça, c'est les vrais saints. Ils considèrent plus les épreuves comme des épreuves. Oui, justement, mais c'est un grand saint. Mais pour un être ordinaire et avec la psychologie des traumas, on sait bien que le trauma, il marque une personne et c'est pas facile de l'oublier. On le reprend, même on se retraumatise souvent. Oui, c'est ça, oui. Ben, comprendre que justement, on a cette tendance à s'habituer à la souffrance, ça devient un conditionnement, et donc on a tendance à le répéter parce que c'est ce qu'on connaît. Hein, on préfère une souffrance qu'on connaît à un bonheur qu'on ne connaît pas. À ce moment-là, ce qui peut être très puissant, c'est de se raconter à soi-même ou de raconter à un ami qui est traumatisé, qui veut sortir du trauma, l'expérience de Siegel. Hein, Siegel avait beaucoup travaillé sur la pensée positive. Il a été président d'une grande association de psychiatres aussi. Et il avait fait l'expérience de mettre un chien dans une caisse de verre avec un plafond en verre et il envoyait des petits chocs électriques dans le plancher de la caisse qui était en fer. Et donc le chien n'aimait pas.
il essayait de sauter, mais comme il y avait cette vitre qu'il voyait pas, il se cognait. Alors au bout de deux, trois fois, elle a compris qu'il y avait une vitre, que c'était pas la peine de sauter, et donc il supportait les petits chocs électriques sans sauter. Et alors très discrètement, Sigel a retiré la vitre et le chien était conditionné à la souffrance et il bougeait pas, même s'il recevait des chocs électriques et qu'il lui aurait suffi de sauter pour s'en sortir. Et donc, il dit, ça, c'est un bon exemple de notre situation humaine. Hein, par exemple, quand on est enfant, on est emprisonné dans la famille, on peut pas fuir des situations de souffrance, des situations négatives. Quand on est adulte, on peut les fuir en changeant de milieu, etc. Mais comme on est habitué à la souffrance dès l'enfance, on a tendance à la reproduire. Mhm. Et, aussi, tu as dit autrefois concernant les parents, on ne devient vraiment mature que quand on a pardonné à nos parents, en citant Goethe. Ben, notre problème, on reprend toujours, je crois, les images du père et de mère. C'est pas évident ni facile de s'en sortir ou bien de dépasser ça. Oui, alors il y a un exercice de psychologie qui peut être très efficace et je sais que ça a marché même pour une amie qui avait été violée par son père et je lui ai dit, mets-toi à la place des parents de ton père. Et alors, ben, ça a débloqué quelque chose et elle s'est mise à voir son père comme un enfant qui souffrait et pas comme un violeur. Et à ce moment-là, elle a pu lui pardonner. Et elle s'est réconciliée un peu avant la mort de son père. Elle a pu se réconcilier avec lui. Hein, donc, en se voyant comme ses grands-parents, c'est-à-dire les parents de son père. Parce qu'on est bloqué dans un rôle. Hein. Si on est l'enfant de son père, on est bloqué dans ce rôle et ça tourne en rond. Mais si tout d'un coup, on devient les parents de son père, là, on comprend les choses complètement différemment. Comme dit Lewis Carroll dans le titre d'un de ses livres, on passe de l'autre côté du miroir. Et ça, c'est très puissant. C'est-à-dire imaginer qu'on est le père de notre père, c'est ça? C'est ça, oui, ou la mère de notre Père. Et comme ça, déjà, on a plus d'indulgence. Et puis, on n'a pas la peur d'être dominé par notre enfant. Hein, voilà, des parents, ils n'ont pas peur d'être dominés par leur enfant. Ils savent qu'ils sont les parents. C'est eux qui dominent. Et donc, ça change complètement le point de vue. Et ça peut être très bon. Ça peut débloquer beaucoup de choses. Je t'ai dit donc cet exemple de cet ami qui s'était sérieux, son père avait eu des relations sexuelles avec elle, elle lui en voulait, mais finalement, en faisant cet exercice-là, bon, elle a fait d'autres choses aussi, hein, c'était pas que ça, mais disons donc que ça a été un déclencheur pour vraiment dépasser les choses et puis se réconcilier, parce que de toute façon, c'était le passé et ça servait à rien de se haïr pour l'éternité à cause de ça. Et c'est essentiellement un travail d'imagination, donc? Oui, c'est ça, oui. Et comme d'habitude, ce qu'on dit en sophrologie est très vrai. Quand on s'imagine quelque chose, faut que ce soit plus que l'imagination, il faut que ça descende dans la sensation. Hein, si par exemple, on imagine qu'on est le père de son père ou la mère de son père, le faire de façon sensorielle. À ce moment-là, ça marchera bien mieux. Hein, c'est-à-dire que le son de la voix, parler à son père comme si on était la mère de son père, même que les odeurs soient là, sentir l'odeur de la grand-mère, etc. Et quand tout est bien sensoriel, à ce moment-là, ça fait un ensemble qui est beaucoup plus fort que juste une image un peu éthérée et détachée du reste de la sensorialité. C'est ce que recommandait aussi Saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels. Il fallait non simplement visualiser le Christ sur la croix ou en train de ressusciter, mais visualiser des choses de façon plus sensorielle. Quelle était la température ce jour-là? Est-ce que le climat était à l'orage ou alors au beau temps? Quelles étaient les odeurs? Quels étaient les bruits? Et à ce moment-là, là, ça fait quelque chose de très complet et de très puissant. C'est-à-dire imaginer déjà, disons, le cadre naturel, Oui, c'est ça, tout le cadre naturel. la température, je sais pas, la Oui, couleur du oui, ciel, tout ça. oui, oui.
c'est toujours un travail d'imagination, mais en complétant plutôt le tableau. Oui, l'imagination, ça doit être quelque chose de complet, hein, avec tous les registres sensoriels qui sont là. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus puissant. Mm. Tadine Palmo, elle dit que on ne se rend pas compte de la puissance d'une méditation multisensorielle. Hein, dans le bouddhisme tibétain, c'est beaucoup visualisation, mantra, donc le son, et puis sentir dans le corps la visualisation. Et donc, quand il y a ces trois aspects sensitifs, visuels et auditifs, c'est comme un tabouret qui tient bien. J'explique souvent, un tabouret à trois pieds, ce sera stable, mais un tabouret à un pied ou deux pieds, ce sera pas stable. Donc, faut associer régulièrement le son, l'image et la sensation corporelle. Sans image et C'est ce qui fait le kriya, c'est la définition des kriyas, c'est quand on associe les trois. Quand on fait le tabouret à trois pieds, là, c'est stable. oui, mais le son, c'est-à-dire imaginer un son, c'est ça? Alors, on imagine que, enfin, on fait en sorte que les trois sens convergent dans le même exercice. C'est-à-dire, on visualise une scène, on la sent dans son corps, et il y a une parole qui rappelle cette scène. Comme ça, les trois pieds vont vers la même planche du tabouret, et là, ce sera stable. Donc c'est la parole qui assure le rôle du son, c'est elle? Ben, c'est trois axes qui convergent. Hmm. Hein, c'est l'expérience complète de visualisation ressentie qui est ce qui nous intéresse et on fait converger les trois axes sensoriels au niveau des sens physiques, enfin des sensations physiques et puis auditifs et visuels. On les fait converger dans le même exercice. Hmm. Hmm. Eh bien, aussi, tu as dit autrefois, c'est mieux d'être en société quand on a de fortes émotions négatives. Donc, il faut éviter dans ce cas l'isolement. Alors donc redis là, C'est mieux d'être en société quand on a de fortes émotions négatives. euh, Alors oui, ça marche dans les deux sens. C'est vrai que la société apporte de la distraction et donc on tourne moins en rond dans ses émotions négatives. C'est vrai. Mais en même temps, si on fait l'exercice qui donne beaucoup d'énergie et donc qui peuvent donner éventuellement de l'intensité à des pensées négatives, ça peut être mieux d'être en retraite. Ça dépend de son niveau. Hein, si on a déjà un bon niveau, on peut digérer les émotions négatives en étant en retraite. À ce moment-là, c'est mieux d'être en retraite parce qu'on n'a aucune chance de les projeter vers les autres, ce qui est un mauvais karma. Mais si quand on est seul, ces émotions négatives font boule de neige et deviennent encore plus négatives, c'est mieux d'être en société et d'avoir les distractions habituelles de la vie sociale, la vie de famille, etc., les choses à faire, les travaux pratiques et tout ça, ça permet de digérer assez naturellement certaines émotions négatives. Voilà, donc faut voir à quel niveau on est. Donc, ça revient déjà à l'individu, à la personne qui expérimente. Ben oui, c'est travailler euh, sur comment positiver ce qui nous arrive et il y a différents niveaux d'action. Hein, des fois, la distraction peut être très bien. Hein, on a des grands soucis, on se prend la tête avec des choses et puis on lit une bande dessinée, on oublie tout en lisant la bande dessinée et puis après ça va mieux. Même Vijanda le faisait. Hein. Il lisait Tintin, il lisait Astérix et il disait quand je lis la bande dessinée, j'oublie tout. Lui, il avait d'assez fortes douleurs, il avait une ostéoporose de la colonne vertébrale, ça donne des fortes douleurs, mais il savait que s'il lisait une bande dessinée, il oublierait ses douleurs. Donc, il cherchait une activité qui lui plaît en quelque sorte. Ben oui, c'est la distraction, hein, donc faut savoir s'en servir. Ça peut être très bien la distraction.
et aussi aller marcher quand on a des pensées négatives. Des fois, ça suffit à les dissiper, pas toujours, hein. C'est mieux quand on marche de répéter une formule positive et c'est beaucoup plus puissant pour dissiper les pensées négatives. Mais même la simple marche, chez des gens qui savent pas bien méditer, en général, ça aide à dégager pas mal de pensées négatives. Pourquoi la Je dis en marche? général parce que des fois, on peut mettre l'énergie de la marche dans la pensée négative. Il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. Oui, mais pourquoi la marche? C'est une remède assez, disons, générale dans ce genre de Oui, cas. la marche, alors j'y ai beaucoup pensé, et en particulier avec les métaphores du Bouddha où il compare le méditant à l'éléphant, parce que l'éléphant, il a une marche puissante, souple, et puis très équilibrée. Hein, donc, pour être simple, la marche nous aide parce que c'est une sorte d'auto-bercement. Et donc, quand l'enfant est petit, qu'il a des émotions négatives, peur, colère, la mère le berce pour le calmer. À ce moment-là, le corps de l'enfant est absorbé par comment s'adapter au bercement et du coup, il oublie la colère ou la peur. C'est un effet de distraction, le bercement. C'est une distraction agréable, une distraction régulière, mais quand même une distraction parce que quand on est bercé, faut sans arrêt s'adapter au moment du bercement où on est. Et donc, la marche, c'est beaucoup une action de bercement. Et du coup, faut pas hésiter à le faire dans cet esprit-là. Hein, on va marcher et on se dit, je vais me bercer comme si j'étais une bonne mère qui s'occupe de l'enfant qui souffre en moi. Et ça marche. Mais c'est quoi le bercement et l'effet? C'est-à-dire, c'est ce mouvement qui fait calmer l'enfant? Oui, ben oui, ça fait calmer l'enfant et j'aime bien associer bercer et percer, hein, parce qu'à force de bercer, c'est-à-dire d'équilibrer la gauche et la droite, il y a une percée dans l'axe central qui va vers le troisième œil et là, on est au-delà du bercement, on arrive dans un monde beaucoup plus calme, au-delà des contraires. Et, Voilà, hein, la percée, ils en parlent aussi beaucoup dans le bouddhisme tibétain et même dans le Theravada, quand on regarde bien, ils parlent de percée quand on arrive dans le signe acquis, c'est-à-dire on sent que à partir des sensations de concentration à la base du nez, il y a des images très fortes, très puissantes, très brillantes qui apparaissent. Ça peut être une guirlande, ça peut être une perle, ça peut être une étoile, ça peut être une toile d'araignée. Ils donnent des objets comme ça. Et ces objets prennent une indépendance vis-à-vis de notre respiration. Ils deviennent plus stables que notre respiration. Et donc, le conseil de la tradition Theravada, c'est de se mettre à méditer sur eux. Bon, c'est surtout dans la littérature commentariale. Je ne pense pas que le Bouddha en parle, mais bon, les commentaires, ils ont résumé 900 ans d'évolution et de pratique à partir de l'enseignement du Bouddha, donc ils sont aussi respectables dans le cadre de la tradition bouddhique, les commentaires sur le, les paroles du Bouddha, comme il y a dans le Vishuddhimagga ou ces choses-là. et ça me fait rappeler le bercement d'un exercice dans le yoga où on berce nos jambes, nos pieds en quelque sorte. On se prend entre les deux mains euh, déjà les pieds et jambes et on les berce. Est-ce que tu connais un peu cet exercice? Écoute, pas vraiment, mais je peux dire que si un exercice d'un inversement, probablement il sera efficace de façon très naturelle. Comme par exemple les pranayama alternés, hein, euh, et donc ça, ça fait un bercement au niveau des narines et c'est très puissant aussi pour nous apaiser. Ah, le pranayama, J'ai c'est c'est un genre de bercement, à ton avis? oui, j'ai eu une expérience très intéressante à Dolchina. En hiver, les nuits étaient longues, comme 13 heures, 14 heures. Et donc, au bout de 7 heures de sommeil, on se réveillait à 3 heures du matin ou 4 heures du matin en pleine nuit. Et il y avait encore 2, 3 heures jusqu'au lever du soleil. Et donc, quoi faire?
Et je me suis aperçu que si je faisais des respirations alternées, j'avais l'impression de faire une promenade à pied. Et c'était le même effet de bercement et de rééquilibrage qu'une promenade à pied, rien qu'avec les respirations alternées. Et donc, parce que je pouvais pas sortir à cause des léopards, hein, la nuit, il y a les léopards, donc c'est pas le moment d'aller se promener. Mais en faisant la respiration alternée assise, j'avais l'impression que le corps s'était promené. Si j'avais fait 10 minutes de respiration alternée, j'avais l'impression d'avoir fait 10 minutes de marche. Mhm. C'est le même effet, donc c'est un effet Oui, proche. les mêmes effets. Respiration alternée et marche, à peu près les mêmes effets, hein, Mhm. qui sont apaisants parce qu'on se berce. OK. Et bah, tu as aussi parlé les fortes émotions quand on n'est pas uni à sa pratique. On coupe la branche sur laquelle on est assis. C'est quoi uni à sa Oui, pratique? ça, c'est Tenzin Palmo qui insiste là-dessus et elle disait que si elle était restée 11 ans et demi dans sa grotte, c'était pour s'unir à sa pratique. Donc, c'est quelque chose qui demande du travail, mais qui en même temps est fondamental pour qu'on y puisse y consacrer 11 ans et demi. Voilà, donc si on n'est pas uni à sa pratique, eh bien l'intensité qu'on éveillera par les exercices risque de se retourner contre soi et c'est ce qu'on appelle la maladie du lung, c'est-à-dire de l'excès d'énergie. Hein, on a une énergie qui nous fait pas de bien, on s'auto-excite, on s'auto-flagelle, on s'auto-martyrise et tout ça, ça va pas dans le bon sens. C'est parce qu'on n'a pas été uni à sa pratique. Si on met beaucoup de pratiques qui donnent de l'intensité sur une désunion intérieure, ça va augmenter la désunion intérieure, ça va faire comme un craquement en nous et on sera très mal. Et c'est C'est ce quoi qui la se maladie passe dans du les Lung? gens qui ont la maladie du Lung, c'est-à-dire de l'énergie, c'est-à-dire de l'excès d'énergie. La maladie du Lung, c'est excès Oui, d'énergie, c'est Lung, ça ça? veut dire énergie en tibétain, Lung. Mhm. OK. Et bah, tu as parlé aussi les formules positives. C'est un peu comme l'observation du souffle, antidote de pensée négative. Quelle différence entre les deux, c'est-à-dire formule positive et observation du souffle? Oui, ben la pensée positive va bien avec le souffle. Donc, on sent les battements de cœur qui sont sous-jacents au souffle. Et sur chaque battement de cœur, on met une syllabe ou deux syllabes. Et comme ça permet de progresser. Oui, mais quelle différence entre déjà observation du souffle et formule positive non, au niveau de l'effet? Oui, alors, l'observation du souffle est très précise, justement, dans les détails qu'on peut observer. Avec la formule positive, comme on est plus dans la récitation que dans l'observation, c'est moins précis, mais ça a l'avantage d'être structuré et la force de la formule positive, donc, grandit avec la répétition. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients. L'observation du souffle, c'est très précis dans les détails qu'on peut observer. La formule répétitive, c'est plus comme un coup de boutoir qu'on envoie sur une porte et la porte finit par céder. Hmm. Tu as dit aussi, dans le psychisme, quand on croit à une chose, elle se réalise. Bah, ma question, quand il y a des doutes, comment les effacer? Des doutes au niveau de la croyance ou des... Oui, alors donc le doute, c'est un grand obstacle, hein, comme le disait le Bouddha. Il y a deux sortes de doutes. Il y a le doute négatif, celui dont parle le Bouddha. Donc, quand on a dépassé la somnolence et l'agitation mentale, qui est la première paire d'obstacles, il y a la seconde qui vient, c'est la colère euh, et l'avidité. Et donc, le cinquième élément, c'est le doute.
Et le doute, c'est être comme dans une chambre noire. On peut pas voir son visage à la surface d'un seau d'eau si la chambre est noire. Hein, la colère, c'est comme de l'eau qui bout. L'agitation mentale, c'est comme du vent sur l'eau. Tout ça, ça empêche de voir sa propre image. Et puis, la somnolence, c'est comme des herbes aquatiques qui couvrent l'eau. Et l'avidité, c'est comme de l'eau de couleur rouge. On voit pas bien son visage dans toutes ces circonstances-là. Ce sont des métaphores, des images qui sont données par le Bouddha lui-même. Et donc ça, c'est le doute négatif. Mais il y a aussi un doute qui est très positif, c'est de remettre en doute son ego et son impulsivité. Et donc, quand on a une impulsion qui est régulièrement son égocentré, eh bien, on la regarde en face et on dit pas sûr. Hein, si on a l'impulsion de manger quelque chose de très sucré, eh bien, il y a un doute qui se met là. Et ce doute qui est salvateur, on dit pas sûr que ce soit le paradis si je mange cette chose très sucrée, etc., etc. Donc, le pas sûr est très sain et très important. Ça, c'est le bon doute. Mais les gens qui se prennent la tête pour un rien, et puis dès qu'ils commencent une pratique de sadhana, ils se disent non, non, je devrais faire une autre pratique ou je devrais rien faire. Ils sont torturés par le doute. À ce moment-là, ils avancent pas. Donc, il faut utiliser le doute positif et éviter le doute négatif, en quelque sorte, c'est ça? Oui, c'est ça, hein. Il y a un doute positif qu'il faut savoir l'utiliser. Ajahn Chah disait que cette méditation du pas sûr, c'était une méditation d'importance cruciale. Et c'est ça qui nous donne la sagesse, qui nous évite de retomber dans la psychopathie ou dans l'impulsivité infantile. Donc, ce pas sûr est très important. Mais en même temps, il faut être pas sûr de son ego et de ses impulsions. Par contre, il faut être sûr des valeurs et donc, s'il faut aider quelqu'un, eh ben, on est sûr que c'est juste de l'aider et on le fait. Voilà, et être bienveillant, c'est une valeur sûre. Développer l'attention, c'est une valeur sûre. Donc, ne pas appliquer le doute à ces valeurs sûres, mais les appliquer à son ego, qui essaie de mettre les choses, de tirer profit des situations, dans son sens égocentré. Jacques, autrefois, tu y as parlé aussi en disant on est souvent méchant vis-à-vis de notre souffrance qui revient et on ne la veut pas. Ma question, généralement, on fuit ou on refuse de souffrir. Est-ce une mauvaise attitude de fuir ou bien de Oui, refuser? ben quand on fuit, on se retrouve effectivement, la souffrance nous retrouve au tournant. Et donc, faire face, c'est vraiment le traitement de base, hein, de la souffrance. C'est comme un caillou dans la chaussure. Hein, si on retire pas la chaussure pour retirer le caillou, on peut le transporter pendant toute la journée. Et je pense que c'est Ajahn Chah prend aussi cette image. Alors c'est moi qui l'apprends, mais c'est bien l'esprit d'Ajahn Chah, quoi. Il y a des moments où il faut s'asseoir, s'arrêter, regarder ce qui ne va pas, retirer le caillou de la chaussure. C'est comme quand je demandais à Vigilandin, est-ce qu'il faut laisser passer les pensées ou s'en occuper? Et il disait, si c'est des pensées banales, on les laisse passer. Mais si c'est quelque chose qui revient souvent, faut s'en occuper, faut le regarder en face, faut aller à la racine. Et ne pas le laisser partir comme il vient. Souvent, tu répétais ça, laisser venir, laisser partir. Oui, c'est ça, mais ça, c'est pour les pensées habituelles. Mais s'il y a une pensée qui devient obsessionnelle, on sent qu'elle ressort tout le temps, à ce moment-là, il faut y faire face. Laisser passer, ce serait de la peur. Donc, il faut du discernement. Sentir quand c'est juste de laisser passer, sentir quand c'est juste de regarder en face et d'aller à la racine de la pensée. Et la différence, c'est que quand une pensée devient obsessionnelle, il faut pouvoir la regarder en face, aller à ses racines. À sa racine ou dans le corps? À sa racine, ben dans le corps, oui, et puis dans les souvenirs, voilà, d'où ça vient comme souvenir et où ça se manifeste dans le corps, ce sont les deux racines, oui.
Oui, mais donc, aller à À sa... quoi c'est associé aussi? Hein? À quoi une pensée obsédante est associée? Hein, par les associations, on peut comprendre. Hein. Donc, on fait la technique de la marguerite. On voit la pensée négative, par exemple, l'envie de tuer quelqu'un qui vous embête. Et puis, on voit à quoi c'est associé. Là, on travaille au niveau des pensées, une pensée qui nous amène à une autre, c'est ça? Oui, c'est ça, mais donc, travailler sur une pensée, c'est travailler aussi sur les racines corporelles de cette pensée. Et même petit à petit, ça devient principalement ça. C'est ce que conseille Bouddha Gosha. Il dit dans les méthodes du Bouddha, on travaille sur les racines corporelles des pensées et c'est là qu'on trouve les solutions. On peut détendre ces racines corporelles des pensées et à ce moment-là, on est libéré de l'aspect négatif de la pensée. C'est-à-dire voir là où le corps est tendu, ou là où cette pensée fait tendre le corps pour le détendre, c'est ça? Et on peut vérifier par soi-même, c'est que derrière chaque pensée, il y a des racines corporelles. Et donc, ce que conseille Bouddha Gosha, c'est que si on trouve pas les racines corporelles, faut insister et on finira par les trouver. Et à ce moment-là, c'est facile de les couper, il suffit de détendre. Alors que couper une pensée en tant que telle, c'est difficile parce qu'on ne sait pas où couper. Mais si on a identifié les racines corporelles, on saura exactement où couper et à ce moment-là, ce sera efficace. Donc, toujours descendre à l'étage du corps, c'est ça, et essayer de travailler au niveau du corps. Tout à fait, oui. Hmm, ok. Dernière question. Autrefois, tu as dit, on ne peut pas empêcher le mental d'interpréter. Donc, interpréter de façon positive. Quand il pleut, la pluie a ses avantages. Et ma question, doit-on se reprogrammer en quelque sorte? Oui, 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 souvent on interprète de façon négative, de façon paranoïaque finalement, on se présente comme victime, etc. On a des idées de référence, c'est-à-dire que tout le monde tourne autour de vous et que on prend les choses personnellement. Et quand en général, quand on prend les choses personnellement, c'est de façon négative. Et donc, interpréter de façon positive est une bonne manière de surfer sur la vague, parce qu'on peut pas empêcher la vague d'être là. On a envie d'interpréter notre mental, c'est une machine à faire du sens. Donc, dès qu'il y a un événement, on va lui donner un sens. Mais donc, c'est pas mauvais si ce sens est positif. Mais s'il est négatif, ça tourne à la paranoïa assez vite. Hmm. Et sauter sur la vague, donc, et, en quelque sorte, et français, au lieu de se retirer. Ben, donc, on, on va on surfe sur la vague et on réussit donc à tirer une énergie de la pensée négative et à s'en servir pour dépasser la pensée négative. Hein, au-delà du positif et du négatif, il y a une énergie. Et donc, si on peut voir la pensée négative ou l'émotion négative comme une énergie pure, c'est facile à rediriger ensuite dans quelque chose de positif. C'est un peu comme les cellules souches, hein, on fait régresser des cellules malades au niveau de cellules souches, puis ensuite on redirige la cellule souche pour qu'elle se transforme en une cellule saine spécialisée. Et c'est ce qu'on appelle la médecine restaurative. Et donc on retire l'énergie qui est coincée dans une émotion négative, on la contemple en tant qu'énergie pure, et à ce moment-là, elle est facile à être projetée dans une émotion positive. Donc, il faut faire un pas en arrière pour pouvoir faire ensuite un pas en avant dans une direction un peu différente. C'est Ok. vraiment ça. On va s'arrêter là, 5 minutes uniquement. Il est là 7h45 chez moi. Donc, dans 5 minutes, Oui, on se retrouve, pas plus. 5 minutes pour une méditation. Oui, oui, pour une méditation d'une demi-heure, comme d'habitude, et après, des échanges d'une dizaine de minutes. Très bien, on fait comme ça. Oui, oui, 5 minutes de pause.